Alors, nous recevons aujourd'hui Pascal Lafleur, chef d'entreprise, fils de Jacques Lafleur et candidat sans étiquette dans la première circonscription. Pascal Lafleur, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez quelque peu créé la surprise la semaine dernière en déposant votre candidature dans la première circonscription au dernier jour du dépôt, c'était le 20 mai. Alors, pourquoi vous présentez à ces élections alors que vous n'avez jamais été engagé politiquement jusqu'ici? Vous êtes notamment très engagé d'un point de vue économique dans votre groupe, mais politiquement, vous aviez toujours été en retrait. Pourquoi avoir changé d'avis à l'aube de ces échéances? Alors, en retrait, pour moi, la politique, on en fait tous les jours. Je me suis toujours engagé en politique. Ce que je ne voulais pas, c'est être élu. Parce que j'avais des activités professionnelles qui me prenaient du temps, je voulais m'y consacrer. Ça m'intéressait énormément. Et donc, je ne voulais pas quitter ces activités pour être élu. Il y avait des gens qui voulaient le faire. Tant que des gens défendaient des orientations auxquelles je croyais, je n'avais pas de raison de me présenter. Donc, pourquoi je me présente? Parce que voilà, je me retrouve aujourd'hui un petit peu perdu dans le paysage politique. Déçu? Oui, honnêtement, oui, déçu. Alors que la Nouvelle-Calédonie est à un tournant. On vient de passer 3 référendums, mais rien n'a changé. On doit travailler sur la solution institutionnelle qui va permettre à la Calédonie de poursuivre sur son chemin. Moi, je souhaite apporter ma contribution dans ces choix, tout en sachant que la solution institutionnelle n'est pas ce qui nous permettra de régler tous nos problèmes. Il est impératif d'avoir à côté de cette solution institutionnelle des mesures, des orientations économiques, sociales, pour que les richesses du territoire permettent aux Calédoniens de vivre bien dans ce fabuleux territoire. Vous dites que rien n'a changé, c'est en termes de population, le peu de mélange finalement, on est toujours au même stade qu'il y a 30 ans. Rien n'a changé, c'est que le résultat du premier référendum, avec un corps électoral qui est quasiment identique à celui de 20 ans auparavant, on s'aperçoit que la répartition des forces entre non-indépendantistes et indépendantistes est quasiment la même. Ça veut dire que, pour moi, c'est un échec de tout le monde. Le pari des indépendantistes et des non-indépendantistes en 1988, je dirais de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, c'était de ramener la paix, ce qui était essentiel. 2, c'était de convaincre les électeurs de l'autre que la solution qu'ils préconisaient était meilleure. Eh bien, c'est pas le cas. Après, c'est pas le cas. Alors, vous vous positionnez justement en tant qu'héritier de votre père, qui pendant de nombreuses années a occupé le devant de la scène politique, ou non? J'ai hérité d'un nom. Je ne suis pas Jacques Lafleur. Il ne m'a pas laissé, je dirais, un guide pour le remplacer. En revanche, je considère que ce qu'il a fait avec Jean-Marie Tjibaou est essentiel. C'est une pépite qu'ils nous ont laissée. Il m'a appris un certain nombre de choses. Je m'inspire de ce qu'il a fait. Je ne suis pas là pour défendre son bilan, même si je pense qu'il est globalement positif pour la Nouvelle-Calédonie. Très bien. Alors, quelle position défendrez-vous pour ce qui est de l'avenir institutionnel qui va être au cœur des discussions des prochains mois? Est-ce que vous avez déjà établi un programme de ce que vous défendez à ce titre? Les grandes lignes. D'abord, je suis pour le dialogue. Donc, je n'arrive pas avec un projet ficelé en disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je suis pour le dialogue. Je suis pour que l'on conserve l'esprit de la poignée de main et des accords de Matignon. Les grandes orientations, c'est une Nouvelle-Calédonie française. Pas d'indépendance association. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas d'exclusion. Pas d'exclusion de la minorité qui a peut-être perdu le référendum, pas d'exclusion de minorités ethniques, pas d'exclusion de gens qui sont installés depuis longtemps et qui n'ont pas le droit de vote.
il est essentiel que ces gens qui sont installés, qui vivent en Calédonie, puissent voter, s'exprimer pour les élections qui engagent l'avenir du territoire. Parfait. Alors finalement, ces points de vue rejoignent pas mal ceux de vos concurrents, à savoir le Rassemblement notamment et ce qu'on appelle la maison commune calédonienne. Hein. Vous avez finalement vous partagez un peu ces points de vue. Est-ce que vous ne craignez pas d'affaiblir la cause non indépendantiste en vous portant candidat en parallèle de ces grands groupes? Alors, je partage. Oui, heureusement qu'on partage certaines choses, puisque nous sommes quand même dans un camp non indépendantiste. Donc, je dirais qu'on se rejoint sur certaines choses, et il faudra se rejoindre. Pour être fort, il faudra se réunir. Aujourd'hui, j'entends des propos, mais les actes de ces 15 dernières années ne vont pas dans le sens de ces propos. Donc moi, je préfère donner mes orientations, me présenter pour défendre ce que je souhaite. Je ne suis pas... vous parlez des points où on se rejoint, vous ne parlez pas des points où nous divergeons. Je diverge sur certains points avec le Rassemblement, par exemple, puisque Sur quel point, par exemple? La seule proposition qui existe sur l'avenir institutionnel, c'est celle de Pierre Frogier. Il a le mérite de l'avoir faite, oui, différenciation provinciale, hyperprovincialisation. On a plusieurs termes. Voilà. Vous ne partagez pas ce point de vue? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est pas bon pour le territoire. Il faut qu'on soit réunis. Je pense que les accords nous ont donné des provinces. Il y a des choses de bien dans la provincialisation, il y a des choses moins bien. Donc il faut réformer, je dirais, ce qui ne marche pas, pour peut-être le mettre plus de cohérence au niveau territorial. Et je défends l'idée de n'avoir que 2 provinces pour plus d'efficacité, non pas pour exclure ceux qui pourraient penser disparaître. Au contraire, il faudra trouver une solution pour leur permettre, dans cette nouvelle province, d'être associés aux décisions. Sud et île ensemble ou nord et île ensemble? Moi j'ai mon idée, mais je pense que c'est une discussion que nous devons avoir. Je pense que les gens des îles doivent avoir leur opinion, ils doivent être consultés, les gens du nord, les gens du sud également. Parfait. Alors vous avez lancé une autre idée, ou peut-être plutôt repris une idée que votre père défendait, à savoir donner la possibilité, laisser la porte ouverte à la possibilité d'organiser un référendum dans 2 générations ou 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le 2 générations, le 50 ans, oui, il avait proposé un pacte cinquantenaire en 2009 qui avait été rejeté par certains responsables politiques de l'époque. C'est pour laisser le temps de construire la Nouvelle-Calédonie. Il y a des sujets qui demandent du temps. Vous savez, il y a une personne pour laquelle j'ai une grande considération, c'est Élie Poigoun, qui a dit: le destin commun, ça se construit, ça prend du temps, il faut 2 générations. Il y a d'autres sujets que le destin commun qui prennent du temps et qui nécessitent au moins 2 générations. C'est l'enseignement, l'éducation, par exemple. Donc, il y a tout un tas de raisons pour que nous cessions de parler indépendance par indépendance, qui pollue le débat sur la construction de la Nouvelle-Calédonie. Donc pour vous, c'est le terme construction qui doit prédominer et maintenant, oui, oui, parce que c'est l'intérêt de la population qui est... les gens font de la politique, pas pour eux, j'espère, mais pour la population. Donc, c'est le bien-être de la population, c'est le développement, c'est le fait que les gens puissent avoir l'eau, l'électricité partout, ce qui n'est pas le cas encore, malgré le rééquilibrage. C'est ça l'objectif de quelqu'un qui est élu. Ce n'est pas son poste. Donc, voilà, je crois effectivement à cela. Quel regard posez-vous sur cette union, alors des loyalistes, je sais que vous n'aimez pas le terme, qui s'est constituée? Est-ce que vous pourriez éventuellement la rejoindre après les législatives? Vous dites qu'il faut se réunir? Oui, et je ne sais pas sur quoi ils se sont réunis. Ils ont posé des bases quand même sur
la non-indépendance, pas d'indépendance association. Oui, mais alors ça, pas d'exclusion. Oui, mais bon, une partie de ce regroupement a quand même été critiquée par ceux avec lesquels ils sont alliés sur le fait qu'ils préconisaient et qu'ils faisaient tout pour aller vers l'indépendance d'association. Est-ce qu'ils ont réellement changé d'avis ou est-ce que c'est une position de circonstance? Je n'en sais rien. Donc, et je me méfie, effectivement, et je pense que beaucoup de Calédoniens aujourd'hui se méfient et sont déçus ou mécontents de cette alliance. Moi, je pense qu'il faut s'allier sur des projets. Un projet institutionnel, un projet de société. Il faut quand même savoir que avant ce regroupement, il y a eu une alliance qui s'est faite pour les provinciales. Il y avait un débat de société quand même à l'époque. C'était une alliance qui était plutôt libérale sur le plan économique, alors que Calédonie Ensemble a plutôt une approche, je dirais, socialisante de 1981, beaucoup plus proche de Paul Néautine que du président de la République actuelle ou du parti Les Républicains en métropole auquel appartenait. Donc finalement, pour vous, c'est un peu des alliances contre nature, c'est vraiment. C'est une alliance que je ne comprends pas. Moi, j'ai voté personnellement pour un regroupement il y a 3 ans qui a gagné les élections, et je vois que ce regroupement aujourd'hui explose et que certains partent s'allier avec ceux qu'ils ont combattus, sans trop d'explications, si ce n'est majorité présidentielle. Je trouve que ce n'est pas un argument très intéressant pour l'avenir de la Calédonie et pour les Calédoniens. Je pense que les Calédoniens attendent autre chose. Alors, est-ce que votre expérience de chef d'entreprise de longue date vous donne un programme un peu particulier avec une saveur spéciale, un peu libérale justement? Alors, non mais c'est pas mon. Il y a des chefs d'entreprise qui sont une orientation politique bien différente. Mon expérience de chef d'entreprise, elle me permet d'aborder les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des mesures politiques qui sont prises et qui ne sont pas forcément bonnes pour le monde économique. Et les conséquences, elles sont mauvaises et pour la population et pour les caisses du territoire. Regardez aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein, c'est pas le gouvernement actuel qui a pris de mauvaises mesures, même si certaines ne sont pas forcément très bonnes dans leur projet. Tout un tas de mesures ont été prises ces dernières années, ça remonte même à plus de 3 ans, ça a tué une partie de l'économie du territoire. On me dit qu'il y a 15 000 personnes, ou plus de 15 000 personnes qui ont quitté le territoire. Quelle est la raison? Une démotivation, des mesures économiques, politiques qui ne sont pas bonnes. Mais ces 15 000 personnes qui sont parties, ce sont des consommateurs. Donc ce sont des gens qui non seulement payaient de l'impôt directement et indirectement, et ce sont des gens qui consommaient, donc qui faisaient tourner les entreprises. Ces entreprises payant elles-mêmes de l'impôt. Aujourd'hui, des mesures économiques qui vident les caisses du territoire, ce ne sont pas de bonnes mesures économiques. Et qu'est-ce qu'on fait pour remplir les mesures économiques? Pour remplir le budget du territoire, il y a 2 façons de le faire. Soit on rajoute des taxes, on augmente les taxes, on fait payer le contribuable. Et on dit aussi que trop d'impôts tue l'impôt. Je crois que c'est vrai. Résultat, les gens partent et les caisses sont toujours vides. C'est ce qui a été fait depuis quelques années et c'est ce qui est encore fait maintenant. Ou alors, on développe, on crée de l'emploi, on crée de la richesse. Et les entreprises qui vont créer, les gens qui vont être employés, seront des consommateurs. Et on a un cycle vertueux qui permet indirectement aux caisses du territoire de se remplir. Ça a été le cas, notamment aux États-Unis, à une certaine époque, il y a longtemps, hein, sous l'ère du président Reagan, j'ai l'impression de parler il y a très très longtemps, mais oui, il faut regarder ce qui s'est passé ailleurs. Et ça veut dire donc ces aspects économiques, le député peut avoir la main dessus? Est-ce que dans votre programme, c'est quelque chose qui en fait partie?
Oui, parce que je vous dis, la solution institutionnelle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et il faut absolument que l'on propose à l'État et aux Calédoniens un projet qui dépasse la solution institutionnelle. Parce que dans ce programme, dans ce projet, je suis convaincu que l'État devrait être impliqué, partenaire et impliqué. On demande en permanence de l'argent à l'État. Mais pourquoi faire? J'ai entendu un candidat dire qu'il faut être dans la majorité présidentielle parce qu'on aura des crédits. Oui, on en fait quoi de ces crédits? Moi, je pense qu'il faut avoir un projet économique que l'État va soutenir, parce qu'on aura besoin peut-être d'une aide technique, d'une aide financière, d'une aide humaine de l'État pour mener à bien tous ces projets, mais il faut que l'État contrôle. Moi, je ne suis pas pour le gaspillage de l'argent public. Je pense qu'il faut que l'État contrôle et nous dise, voilà, moi je suis d'accord pour vous accompagner, et on va faire des rapports d'étape. Si vous voulez encore de l'argent, oui, mais il faut faire ce que vous avez dit de faire. Voilà. Sous quel groupe siégerez-vous si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Vous avez déjà réfléchi à ça? Honnêtement, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'effectivement, il est préférable pour un parlementaire d'être rattaché à un groupe plutôt que d'être un petit peu isolé. Pour avoir plus de poids. Pour avoir plus de poids. Maintenant, quand on regarde, moi je ne sais pas comment sera constituée l'Assemblée nationale, quand on regarde le résultat de ces présidentielles, on voit que le Parti socialiste, 2,9%, je crois, les Républicains, 4,9%, et les Insoumis, mais bon, c'est pas ma tasse de thé, le Rassemblement national, qui dit pas que des mauvaises choses. Je pense qu'il y a des choses à prendre partout, même peut-être chez les Insoumis. Il y a des choses à prendre, mais les mesures économiques du Rassemblement national, moi, ça coince un peu. Je trouve qu'elles ressemblent un petit peu trop à celles des Insoumis. Et puis, il y a j'appelle ça un conglomérat autour du président de la République, mais avec des tendances très différentes. Peut-être que c'est possible de s'entendre. C'est peut-être possible de s'entendre, mais moi, ma priorité, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc, soutenir l'action du président de la République si ces mesures et l'orientation pour la Nouvelle-Calédonie sont bonnes, oui, je apporterai mon soutien. En revanche, si je considère que ce qu'il souhaite faire pour la Calédonie n'est pas bon, je ne pourrai pas suivre et donner mon accord parce que je fais partie de la majorité présidentielle. Je veux conserver une liberté parce que, au niveau local, c'est l'intérêt des Calédoniens et de la Nouvelle-Calédonie que je souhaite défendre. Ce n'est pas le parti du président de la République. Je le défendrai si les mesures sont bonnes. Oui, j'ai pas de souci. Et vous savez, l'expérience me montre que mon père faisait partie de l'UMP à l'époque, mais il avait tissé des liens et il avait expliqué le problème calédonien à l'ensemble des représentations nationales. C'est avec Michel Rocard, socialiste, que les accords de Matignon ont été signés. C'est avec Lionel Jospin, socialiste, que les accords de Nouméa ont été signés. L'histoire prouve que c'est possible de oui, parvenir à un accord, même si on n'est pas des mêmes tendances. Tout à fait. Et puis, juste pour aller dans un sens inverse, c'est qu'il faisait partie, avec Simon Louécotte à l'époque, de l'UMP, ou tout comment ça s'appelait exactement en 2007, quand la majorité de l'époque, UMP, a voté le gel du corps électoral. Donc on fait partie d'un mouvement, il n'écoute pas ces parlementaires qui connaissent le territoire. Donc d'expérience, on me dit que j'ai pas d'expérience politique, c'est vrai que j'ai pas d'expérience d'élu, mais voilà, d'expérience, ça ne veut pas forcément dire quelque chose quand on s'inscrit dans un groupe. Il faut garder son indépendance, il faut garder surtout en tête l'intérêt des gens qui vous ont élu. Pascal Lafleur, merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. À très bientôt sur RNC News. Je l'espère, comme vous voulez.